Dans cette capsule vidéo consacrée à l'algorithmique, nous allons nous pencher sur la méthode dite de programmation dynamique. La programmation dynamique consiste à résoudre un problème en le décomposant en sous-problèmes, puis à résoudre les sous-problèmes des plus petits aux plus grands en stockant les résultats intermédiaires. Nous nous baserons pour cela sur quelques exemples simples comme la recherche de séquences utilisée en bioinformatique ou l'optimisation du problème concret qu'est le rendu de monnaie, problème déjà effleuré en première avec les algorithmes gloutons. Cet aspect fera l'objet d'une seconde capsule vidéo. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant de rentrer en détail dans l'écriture de scripts en programmation dynamique, voyons les grands principes et l'historique de ce paradigme de programmation. Nous pourrons ainsi mieux comprendre ce qui fait son succès dans l'informatique d'aujourd'hui. La programmation dynamique est une méthode algorithmique pour résoudre des problèmes d'optimisation et date des années 50. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas forcément assez puissants pour la mettre en œuvre. La programmation dynamique consiste à résoudre un problème en le décomposant en sous-problèmes, puis à résoudre les sous-problèmes des plus petits aux plus grands en stockant les résultats intermédiaires. Elle est aujourd'hui très utilisée, notamment en économie et dans l'industrie, par exemple pour l'optimisation de procédés chimiques ou, par exemple, la gestion des stocks. Elle vient assez souvent en complément de l'algorithmique dite des algorithmes gloutons que nous avons vu en classe de première. La méthode principale repose, comme pour la méthode diviser pour régner, sur le fractionnement des problèmes et résout ceux-ci en combinant des solutions de sous-problèmes déjà rencontrés. Les algorithmes divisés pour régner partitionnent le problème en sous-problèmes indépendants, qu'ils résolvent la plupart du temps récursivement, puis combinent leurs solutions pour résoudre le problème initial. La méthode diviser pour régner est inefficace si on doit résoudre plusieurs fois le même sous-problème, car elle ne mémorise pas les résultats déjà rencontrés pour s'en resservir, ce que fera en revanche la méthode de programmation dynamique. Concrètement, la programmation dynamique consiste alors à stocker les valeurs des sous-problèmes pour éviter les recalculs. Elle utilisera également souvent la récursivité. Par exemple, pour résoudre un problème d'ordre 5, en utilisant à la fois l'ordre 4 et l'ordre 3, nous devons d'abord résoudre l'ordre 4 qui lui utilise un programme d'ordre 3 et d'ordre 2. Nous avons déjà rencontré l'ordre 3 avec le calcul de l'ordre 5, mais également l'ordre 3, lui, va se baser sur l'ordre 2, déjà rencontré dans le calcul de l'ordre 4. Vous voyez bien ici, dans le schéma des étapes de l'algorithme ayant des dépendances descendantes, qu'il est inutile de recalculer deux fois l'ordre 3 ou deux fois l'ordre 2 pour aboutir au problème. Nous allons donc mémoriser les valeurs trouvées pour le calcul de l'ordre 2 puis pour le calcul de l'ordre 3 afin d'alléger le temps de calcul de l'ordre 4 et de l'ordre 5. Dans la méthode ascendante, on commence par calculer des solutions pour les sous-problèmes les plus petits, puis, de proche en proche, on calcule les solutions des problèmes plus généraux. On mémorise ainsi, à chaque étape, les résultats intermédiaires dans un tableau. Sur l'arbre présenté, on calculera donc en premier lieu l'étape 1, puis l'étape 2, et enfin l'étape 3 qui se servira à la fois de l'étape 2 et de l'étape 1, puis l'étape 4 qui se servira de l'étape 3 et de l'étape 2, sans avoir besoin de recalculer l'étape 3 et l'étape 2, et ainsi de suite pour toutes les étapes supérieures. La programmation dynamique a donc des liens avec le calcul des variations et de la commande optimale. Un théorème mathématique énonce que tout algorithme de programmation dynamique peut se ramener à la recherche du plus court chemin dans un graphe, comme nous avons pu l'étudier précédemment dans le cours de terminale. Voyons maintenant un exemple concernant la programmation dynamique sur l'alignement de séquences, problème très courant en bioinformatique et en particulier sur la recherche liée à l'ADN. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une séquence ? Une séquence est de manière générale une suite ordonnée d'éléments. Plus spécifiquement, en informatique, une séquence est très souvent une suite de caractères ou d'éléments pouvant être traités comme un caractère.
Par exemple, la voix peut être décomposée en caractères, l'ADN peut être décomposé en caractères. L'alignement de séquences se range dans les problèmes traitant des séquences de caractères, comme du texte ou de la voix. L'objectif est ici d'associer ou non à chaque caractère une séquence à un caractère d'une autre séquence, pour voir les correspondances. Ce traitement a d'abord été très utilisé en recherche génétique, où la comparaison de deux génomes repose finalement sur la comparaison d'une suite de nucléotides, une séquence d'ADN, et ces nucléotides sont codés avec des lettres. Nous revenons donc à notre problème initial de suite de caractères. Concrètement, aligner deux séquences, c'est mettre en correspondance chacun des caractères de celle-ci. L'alignement de séquences est très utilisé alors en bioinformatique de manière à faire ressortir les régions homologues ou similaires sur des macromolécules biologiques, l'ADN, l'ARN ou les protéines. Sur l'exemple montré ici d'alignement de séquences de récepteurs nucléaires, vous constatez que les acides aminés conservés sont surlignés en bleu et en vert. Par endroits, on a dû, pour adapter l'alignement, insérer des trous, symbolisés par des tirets, pour permettre un alignement optimal. Nous allons rentrer dans le détail de cet alignement. Nous allons donc en quelque sorte un peu forcer l'alignement et pour rechercher l'alignement optimal, nous allons insérer des trous symbolisés par des tirets dans les deux chaînes à comparer. Prenons pour mieux comprendre une séquence 1 et une séquence 2, symbolisées par des lettres correspondant à des nucléotides. Donc vous avez sur la séquence 1 AGTTC et sur la séquence 2 AGCTC. Nous nous sommes arrangés pour aligner au maximum les lettres présentes dans ces deux chaînes. Lorsque deux caractères sont alignés, il y a alors correspondance, symbolisée par les petites coches vertes. Si un caractère est aligné avec un vide, on dira qu'il y a une insertion. Nous avons dû ajouter dans la deuxième chaîne un tiret pour pouvoir aligner les caractères suivants. Si un vide est aligné avec un caractère de la deuxième chaîne, nous avons ce que l'on appelle une suppression. Nous avons dû ajouter dans la première chaîne un tiret pour permettre un alignement optimal des caractères suivants. La plupart des méthodes d'alignement de séquences cherchent à optimiser un score d'alignement. Il n'y a en effet pas toujours qu'une seule solution. Ce score est relié au taux de similarité entre les deux séquences comparées. Grâce à des algorithmes basés sur la programmation dynamique, on recherchera le plus fort score possible pour des alignements de séquences dans toutes les solutions imaginables. Il faudra donc passer l'ensemble des caractères des deux chaînes plusieurs fois pour vérifier si une insertion ou une suppression permet d'optimiser cet alignement. La solution permettant d'évaluer cet alignement est de calculer le score comme un nombre d'alignements corrects pondéré moins le nombre d'alignements incorrects dû à une insertion ou à une suppression ou éventuellement à une modification. Le tableau suivant présente un aspect possible de ce coût d'alignement. La correspondance finalement correspondra à un coût de 0, nous n'avons aucune pénalité. En revanche, si nous modifions, nous insérons ou nous effaçons un des caractères en nous basant sur les tirets, à ce moment-là, nous pourrons définir un coût arbitrairement ici mis à 1 pour chacun de ces modifications. L'utilisation par exemple en Python des types construits permet un traitement très efficace de la recherche d'alignement de séquences à l'aide de la programmation dynamique. Voyons maintenant sur un exemple comment rechercher le plus court chemin. Nous avons donc une séquence très simple avec deux caractères AT et une séquence avec deux caractères AG. Nous allons les comparer pour voir l'ensemble des solutions possibles. L'idéal est donc de passer sur un graphe pour voir l'ensemble des solutions. Nous allons parcourir le graphe entre le point supérieur haut gauche et le point inférieur bas droite. Tout d'abord, la correspondance entre les deux premiers caractères peut se résumer par la ligne diagonale. Nous avons ici correspondance, le coût est le plus simple, un déplacement. Ensuite, deux cas se présentent à nous.
la solution possible en violette, nous fait passer en fait par une insertion et une suppression. Nous avons donc deux parcours sur notre graphe. La solution numéro 2, quant à elle, à partir du deuxième caractère, nous fait passer à l'inverse par une suppression puis une insertion. Nous avons ici un coup de longueur 3 pour l'ensemble de nos deux solutions. Le plus court chemin correspond au meilleur alignement de séquence. Second cas à examiner, le cas idéal. L'ensemble des caractères des deux séquences sont en correspondance parfaite. Vous voyez sur le graphe que nous ne déplaçons qu'en diagonale. Le plus court chemin correspond au meilleur alignement de séquence entre le point de départ au gauche et le point d'arrivée en bas à droite. Voyons maintenant un cas un peu plus complexe. Nous avons deux chaînes de caractères correspondant à un nombre de nucléotides différents avec des lettres qui s'enchaînent parfois parfaitement et d'autres fois qui ne peuvent pas s'enchaîner. Une des solutions possibles, numéro 1, est tracée ici en violet. Sur les deux premiers caractères, nous avons correspondance. Pour les caractères suivants, nous devons passer soit en insertion, soit en suppression. Et de temps en temps, nous tombons sur des caractères en correspondance, comme le T ou le C en avant-dernier caractère. Nous avons donc parcouru notre graphe entre notre point de départ haut gauche et notre point d'arrivée bas droit, et nous pouvons évaluer sur l'ensemble de notre parcours la distance parcourue. Deuxième solution possible, cette fois-ci en vert. Sur les premiers caractères, cette solution est identique. Nous avons parcouru A et G de la même façon. Ensuite, au lieu de passer sur des insertions, nous passons sur des suppressions et nous retombons sur des alignements de séquence avec AT, deux alignements consécutifs. Nous avons à nouveau un écart avec le G et le C, puis nous retombons sur nos pieds avec deux caractères identiques, le C à chaque fois. Si nous évaluons cette fois-ci les scores de nos deux solutions, la solution numéro 1 nous impose une longueur de parcours de graphe de 9 pas, alors que la solution numéro 2 nous impose une longueur de graphe de 8 pas. Nous avons donc ici, en vert, notre meilleure solution. Dans la suite, il faudra évaluer toutes les solutions possibles entre le point de départ et le point d'arrivée pour ne garder que le minimum de déplacement dans notre graphe. Concrètement, plusieurs mathématiciens se sont penchés sur la résolution de tels problèmes et une des méthodes de calcul du coût minimal se nomme recherche de la distance de Levenshtein. Cette distance consiste à donner le nombre d'opérations, remplacement, insertion, suppression minimale, pour passer d'une séquence A à une séquence B. La matrice de Levenshtein est un tableau à deux dimensions, donc une matrice, dont les éléments de la diagonale valent 0 et les autres éléments 1. Cela modélise le fait que toute modification d'un caractère, ajout, modification, insertion, coûte 1. Passons maintenant à l'écriture en Python du calcul de la distance de Levenshtein. Tout d'abord, le cas initial, lorsqu'aucune séquence n'a été passée en revue, alors la distance parcourue est de 0. Il faut donc initialiser notre matrice concernant les poids de chaque parcours. C'est ce qui est présenté ici entre les lignes 20 et 22. Si l'on souhaite passer d'une séquence de taille i à une séquence vide, il faut donc i opérations, d'où la distance i présente, ou j, suivant les lignes, présente aux lignes 20 et 21. Une fois notre initialisation effectuée, nous passons au cas des transitions. On définit ici le score après avoir calculé la distance de Levenshtein entre la sous-séquence correspondant au morceau de la chaîne entre 1 et i et la sous-séquence correspondant à la chaîne numéro 2 entre 1 et j. Cette opération s'effectue ici sur la matrice entre les lignes 26 et 29. Nous utilisons pour cela les outils référencés avec la bibliothèque NumPy. Troisièmement, une fois ces calculs effectués, nous devons rechercher le minimum. Pour rechercher le minimum, nous devons choisir l'opération la moins coûteuse parmi la modification, l'insertion ou la suppression. Le coût pour chacune de ces opérations est de 1.
Vous voyez à la ligne 31 que nous prenons avec NumPy le minimum de l'ensemble de nos propositions et ce minimum est mémorisé dans notre matrice de poids à la position i,j. Enfin, dernière étape, le calcul du score final. Le score final est obtenu lorsque l'on a passé en revue tous les caractères des deux séquences. À la ligne 33, notre fonction de calcul de la distance de Levenshtein renvoie alors la matrice de poids correspondant à ce score final. Voyons maintenant sur un exemple simple la mise en pratique du calcul de la distance de Levenshtein pour deux séquences de mots proches. Tout d'abord, nous devons définir l'alphabet à utiliser. Il convient de parcourir l'ensemble des lettres déjà présentes dans les mots et nous pouvons nous simplifier le travail si nous n'avons des mots qui ne contiennent que 4 lettres par exemple lorsque nous cherchons des séquences d'ADN. Ici, nous allons prendre des mots en français, nous allons comparer le mot langue et langage. Donc la séquence 1 et la séquence 2 sont initialisées à la ligne 36 avec ces deux mots. La matrice de Levenshtein est donc ensuite calculée en envoyant comme paramètre l'ensemble de ces deux chaînes et l'alphabet. Le score ici obtenu correspond à 2. Nous avons 2 caractères à modifier, à insérer ou à supprimer pour arriver à un alignement parfait entre langue et langage. Vous pouvez le constater par vous-même en comparant la fin de ces deux mots. Deuxième exemple, plus près de la bioinformatique, la différence entre deux chaînes d'ADN. Première étape, nous devons définir l'alphabet à utiliser. Cette fois-ci, nous utiliserons l'alphabet ADN correspondant aux 4 lettres A, C, G et T des nucléotides. Deuxièmement, nous allons définir les séquences à comparer, la séquence 1 et la séquence 2 à la ligne 42. Nous allons ensuite initialiser la matrice de Levenshtein. Il s'agit en fait de préparer le tableau vide des minimums possibles, puis lancer le calcul de cette distance de Levenshtein. Quatrièmement, le changement des poids des alignements est possible si vous voulez imposer pour un alignement parfait un score de 5, puis pour un alignement imparfait, insertion, suppression, modification, un poids de -1. Vous pouvez également le faire, c'est ce qui est fait ici à la ligne 46. Suivant la méthode de remplissage de votre matrice de Levenshtein, vous obtiendrez en bas 2 scores différents. Premier score correspondant au nombre de modifications entre la chaîne de la séquence 1 et la chaîne de la séquence 2 correspondant à 8. Deuxième score, le -9, correspond en fait au même déplacement avec une initialisation de la matrice de Levenshtein différente. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre quelques ressources présentes sur le web en complément de celles déjà à disposition sur le site nsifornoobs.fr. En premier lieu, vous pouvez consulter la page Wikipédia concernant la distance de Levenshtein pour bien comprendre la dernière partie de la capsule vidéo, mais également l'article consacré aux alignements de séquences liés à la bioinformatique. Enfin, un article plus général sur la programmation dynamique. Maintenant que nous connaissons les éléments essentiels de la programmation dynamique et de sa mise en œuvre, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avec l'écriture en Python de petits scripts permettant de saisir l'intérêt et les éventuels inconvénients de la méthode de programmation dynamique. Dans la capsule vidéo suivante, nous étudierons alors l'algorithme en programmation dynamique du rendu de monnaie. Mais avant cela, vous devez vous familiariser avec tous les principes de la programmation dynamique et les fonctions bien sûr récursives. Bon courage!